Notre deuxième sujet ce soir, William Taylor, l'ambassadeur américain en Ukraine, cet ancien combattant au Vietnam, les cheveux gris, le visage sévère, il a ouvert hier le bal des auditions publiques menées par la Chambre dans le cadre de l'Ukraine Gate, c'est difficile à prononcer, l'Ukraine Gate. On rappelle que les démocrates soupçonnent le président américain d'avoir voulu faire pression sur le tout jeune, fraîchement élu président ukrainien pour obtenir de lui l'ouverture d'une enquête sur son principal rival, Joe Biden. Alors les démocrates espèrent ainsi, par ces auditions, montrer en grand jour toutes les turpitudes de Trump, mais pour l'instant les auditions ont surtout mis en lumière le franc soutien des républicains. On écoute en tout cas les commentaires de Trump. What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. The Democrats want to take away your guns, they want to take away your health care, they want to take away your vote, they want to take away your freedom, they want to take away your judges. They want to take away everything. Alors il a encore d'autres arguments, on l'écoute à nouveau. We can never let this happen. We're fighting to drain the swamp, and that's exactly what I'm doing. And you see why we have to do it. Because our country is at stake like never before. It's all very simple. They're trying to stop me because I'm fighting for you, and I'll never let that happen. Alors tout est très simple. Richard Verly, est-ce que c'était un bon pari cette procédure d'impeachment ? Politiquement, oui, pour les démocrates, effectivement, ils avaient besoin d'un moyen majeur pour déstabiliser Trump, et c'est Trump lui-même qui leur a servi ce moyen sur un plateau. Donc il est évident que du point de vue de stratégie politique, on va voir, et ça pèse déjà lourd aujourd'hui à Washington. Par contre, moi je ne peux pas m'empêcher d'être bluffé par la défense de Trump. Quand on a un tel aplomb, quand on est capable de mentir à ce point à son propre peuple, alors je ne sais pas ce qui peut en sortir. C'est vrai que franchement ça terrifie. Mais malgré tout, le Sénat est complètement... Oui, alors il faut quand même... Attention. C'est une procédure qui ne peut pas aboutir. Alors c'est une procédure, c'est ce qu'on répète sans cesse. Mais n'oublions quand même pas qu'à un moment donné, s'il y a des cas de conscience qui se posent, tous les hommes politiques américains n'ont peut-être pas envie que leur destin soit lié à Donald Trump. Et je ne mettrai pas ma main au feu sur l'existence éventuelle d'un point de bascule. Est-ce qu'à un moment donné, si les accusations sur ce qu'on entend lors de ces auditions publiques devient tellement fort, est-ce qu'un certain nombre de sénateurs républicains ne vont pas se dire qu'ils ont peut-être un autre destin que celui d'accompagner leur président? Je pose la question. Jacques Isabello, vous n'avez pas l'air convaincu. L'arithmétique simple, puisque je crois qu'il faut 2/3 du Parlement dans son ensemble pour voter cette procédure, ça paraît totalement impossible. Alors après, vous savez, moi je vais un peu de la politique. Faisons de la politique fiction. Si jamais cet échange entre un ancien animateur de l'émission de télé et un fraîchement élu acteur a donné cette espèce de série assez incroyable de dire tiens, fais une enquête sur mon opposant et puis je te donnerai une aide et peut-être quelques armes, fais parler la planète entière, si ça peut permettre de pousser en marge de l'élection du représentant démocrate en ce moment, M. Biden, et de mettre et de renforcer la candidature d'Elizabeth Warren et de faire en sorte que les Américains, dans quelques mois, nous élisent la première femme présidente des États-Unis et qu'on balaye cette période de 4 ans, eh bien, si ça peut avoir cette vertu, j'en serais ravi. Au-delà de ça, encore une fois, vous avez vu sur la santé, je vous ai dit... Du militantisme. Non, mais le militantisme, je pense que maintenant, il y a des gens qui ont défendu Trump au début en disant qu'il représente une certaine Amérique. Et puis c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui ce matin vous dit d'Erdogan, c'est a very good guy, vous voyez, même si à un moment vous vous dites il y a de la géopolitique derrière, à un moment on se dit ça suffit, on n'en peut plus. Mais au-delà de ça, je vous disais, pour la santé, on est tous responsables. Ce pays m'inquiète, moi, depuis 10 ans. Ce pays, il est créationniste, c'est-à-dire qu'il vous explique que les dinosaures, eh bien, ça a été créé dans les évangiles. Ce pays, il pense à quasiment 1 personne sur 2 que la Terre est plate. Ce pays, il commence à avoir des valeurs hallucinantes qui le transforment petit à petit en espèce de dictature de la pensée, et elle est indécente politiquement de ce qu'elle a apporté au monde. Non, mais je veux dire, ces gens-là ont élu Donald Trump. Et à un moment, c'est bien de frapper sur Donald Trump, mais il y a quand même une partie de cet électorat qui est assez inquiétant. Et moi, je suis inquiet par ce pays. Parce que, Marie Viseau, pardon, si on se met une seconde dans la peau de l'Américain moyen, et ça n'a rien de péjoratif, mais qu'est-ce qu'il voit l'Américain moyen? Il voit son président de la République qui dit, son président qui dit « je me bats pour vous ».
avec cet aplomb, effectivement, dont on parlait. Et puis, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que les créations d'emplois ont fait baisser le chômage à un niveau jamais atteint depuis 1969. Il y a eu 170 000 créations d'emplois au mois d'août, 140 000 au mois de septembre. Des Américains qui n'étaient plus sur le marché du travail depuis la crise financière, qui retrouvent un emploi. Le taux de chômage des Hispaniques... C'est ce que nous dit le droitiste. Je voudrais bien avoir Donald Trump comme président et son taux de chômage. Mais oui, c'est ça. Les Hispaniques n'ont jamais eu un taux de chômage aussi faible depuis 40 ans. Donc, on se met dans la peau de l'Américain. Alors certes, il y a des incertitudes créées par la guerre commerciale. Il y a cette affaire qui, pour l'Américain moyen, moralement, c'est pas terrible, mais en même temps, je sais pas très bien ce que c'est. Il y a les Américains qui ont voté pour un président qui est en train de créer les conditions pour que chacun ait un emploi et puisse éventuellement payer le crédit de sa voiture à la fin du mois. C'est sans doute vrai. Caroline Valentin, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que je suis un peu moins tranchée que Richard, par exemple, parce que derrière l'histoire de Burisma, il y a quand même une histoire un petit peu compliquée pour les démocrates. L'histoire, c'est quoi ? C'est que Burisma est une très grosse société d'extraction de gaz qui sent déjà un peu le soufre, puisque son directeur, qui s'appelle Mykola Zlochevskine, excusez-moi, je relis mes notes, ne peut plus être en Ukraine, et toujours dirige la société, mais la dirige de l'extérieur. Il était ministre de l'écologie sous Yanukovych, et c'est quand Yanukovych était Premier ministre, puis président, qu'il a eu les licences d'extraction donc là, vous rentrez dans le fond de l'affaire. Voilà. On est obligé de rentrer dans le fond de l'affaire parce que les États-Unis sont beaucoup intervenus en Ukraine depuis 1991 pour donner des subventions, des aides pour aider à la reconversion de l'économie et aussi pour lutter contre la corruption. Or, au moment où Yanukovych était à la barre, pendant ce temps-là, le fils de Joe Biden, qui est le futur plus grand, le candidat le plus crédible contre Trump pour la prochaine course à la Maison-Blanche, était membre du conseil d'administration de cette société. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans le cadre de la lutte contre la corruption que l'Ukraine mettait en œuvre aussi pour être le meilleur élève des États-Unis, un procureur de la République s'est saisi de l'affaire Burisma et a commencé à enquêter. Et Joe Biden a dit, dans une vidéo, qu'il voulait la peau de ce procureur de la République, Viktor Shokin, et qu'il ne verserait pas 1 milliard de subventions à l'Ukraine tant que ce Viktor Shokin serait en place. Donc, vous voyez, c'est compliqué quand même, parce que les démocrates ont mis les pieds dans quelque chose où ils ne vont pas forcément ressortir leurs pieds aussi propres que ça. En même temps, on voit que Rudy Giuliani passait beaucoup de temps là-bas. On a des réseaux parallèles qu'ils mettaient en place. Il y a une démocratie, il y a une diplomatie parallèle, c'est ce qu'ont dit les deux intervenants. Toutefois, il y a quand même un sujet fils de Joe Biden, et il y a un sujet intervention de Joe Biden dans la justice ukrainienne pour faire stopper l'enquête qui visait cette société qui n'est pas si claire que ça. Il y a un problème de corruption en Ukraine, il y a des gouvernements qui, à chaque fois il y a un nouveau gouvernement, ils mettent en place une politique de lutte contre la corruption qui, c'est vrai, sert aussi à taper en interne sur leurs adversaires, mais on voit que les Américains, et ça date d'avant Trump, ont toujours, grâce à l'argent, utilisé l'argent qu'ils donnaient à l'Ukraine pour essayer d'influencer les différentes enquêtes. Donc finalement, vous nous dites les démocrates ont eu tort, ça va se retourner contre eux. Je dis que c'est pas si clair que ça, c'est pas si simple que ça. Parce que d'ailleurs, dans l'enquête, on cherche à savoir ce qui s'est passé au cours de ces conversations téléphoniques. Et il y a un deuxième volet qui doit déterminer si le fait d'avoir demandé ça est quelque chose de mal. C'est-à-dire, on ne part pas du principe que le fait d'avoir demandé ça est quelque chose de mal. Donc, je crois qu'il faut se méfier. D'abord, ils n'obtiendront pas gain de cause pour des raisons comptables, mais surtout, ils risquent d'avoir un jeu du boomerang sur ce coup-là. Oui, alors il faut quand même rappeler deux choses. La commission d'enquête, elle a pour but de démontrer si pour résumer à l'extrême, si le président des États-Unis a outrepassé ses pouvoirs et a cherché à établir une diplomatie parallèle à son service et au service de sa réélection. C'est ça le sujet. C'est pas de dénouer s'il y a un scandale de corruption en Ukraine, c'est de savoir est-ce que le président Trump a utilisé le réseau diplomatique américain au profit de sa candidature. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Le procès devant l'opinion se joue aussi. Et ensuite, pour répondre à ce que disait Marie, alors c'est vrai que l'Américain moyen voit l'emploi, voit le crédit de sa voiture qu'il pourra payer, mais de grâce, les Américains moyens voient aussi leurs institutions. Ils ont aussi le respect de leurs institutions. Et ils ont aussi des raisons de s'inquiéter sur leurs institutions. Donc ne prenons pas les Américains simplement comme des citoyens obsédés par leur fin de mois. C'est un grand pays, ce sont des grandes institutions, c'est une grande démocratie. Et aujourd'hui, pas mal de gens ont des raisons de penser
que cette démocratie peut être menacée. J'ajoute juste que Donald Trump, rappelons-le toujours, a quand même perdu le vote populaire face à Hillary Clinton. 3 millions de voix en plus pour Hillary Clinton. C'est le système électoral américain qui fait qu'il est aujourd'hui à la Maison-Blanche. Après, juste un petit point, et Marie le sait très bien, il faut toujours prendre avec beaucoup de mesures les chiffres du chômage aux États-Unis. Hein, parce que les Américains, comme d'autres pays, ont un travail de leur population active. Ils sortent tous les gens qui sont soi-disant handicapés, les choses comme ça, et ça fait des dizaines de millions de personnes. Donc, des inégalités hallucinantes, mais vous avez tout à fait raison, les gens voient à l'eau. Je ne suis pas, très honnêtement, je ne suis pas un politique et je ne reproduirai pas l'erreur d'Hillary Clinton de dire que ceux qui votent pour Trump sont des déplorables parce qu'elle a perdu l'élection en faisant cette faute politique hallucinante. Mais je pense qu'il y a une grande partie de l'électorat de Donald Trump qui ne connaît pas son pays, qui n'a aucune culture, qui ne connaît pas son histoire et qui est incapable de juger de ce qui se passe en ce moment, que ce soit à l'extérieur de leur territoire ou même de la façon dont les institutions sont gérées. À part Caroline Valentin, tous ne suivent pas les auditions parce que vous suivez ça, mais ne suivent pas toutes les auditions. L'audition, c'est de savoir si Trump avait cherché à conditionner des actes officiels, une réception à la Maison-Blanche ou de l'assistance militaire américaine, à la coopération d'Ukraine à 2 enquêtes politiques qui le concernaient. Mais une fois de plus, quand Joe Biden dit « je conditionne le versement de $1 milliard au fait que le procureur dégage », il a fait la même chose. Ben oui, non mais vous comprenez, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Oui. Tiens, Nolène Tourkidoli. Bon alors pour vous c'était un bon pari. Voilà, une spécialiste du droit. Nos internautes disent il fallait bien quelqu'un qui, comme Trump, bouscule les codes d'une société bien pensante qui veut être bien vue. Donc quelqu'un qui est plutôt pour Trump Babino. Les chiffres de l'économie étaient plutôt bons sous Obama aussi. C'est dans la continuité. Trump n'a pas bouleversé le système. Voilà, nous avons une opinion partagée. Comme vous, autour de la table, notre 3e sujet ce soir, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ça, c'est l'argument utilisé par les promoteurs d'un nouveau MeToo.